Alors, qu'est-ce que c'est qu'un statme? Étymologiquement, un statme, c'est une sorte de cordelette qui sert à mesurer la taille des objets. Donc, dans cette section, la lettre A désignera toujours un anneau intègre et A étoile, c'est l'ensemble des éléments non nuls de A, c'est-à-dire les éléments qui sont simplifiables. Parce que A est intègre, tout élément non nul est simplifiable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un statme? Un statme, c'est une application qui va aller de notre anneau A dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, on va l'appeler W. Donc, W d'un élément, hein, c'est toujours un entier naturel. Et il doit vérifier deux propriétés. La première propriété, c'est que la taille, le statme de x, la taille de x est égale à 0 si et seulement si x, c'est l'élément nul de A. Et donc cette propriété-là, cette première propriété, elle ressent un peu une propriété de séparabilité qu'on a en topologie, hein. Et la deuxième propriété, qui est la propriété la plus importante, c'est que à chaque fois qu'on prend un élément non nul, on peut, pour tout élément, diviser A par B. Alors qu'est-ce que ça veut dire diviser par A par B? Ça veut dire qu'on peut trouver Q, qui va s'appeler le quotient, tel que A moins BQ, la quantité A moins BQ qu'on appelle le reste. La taille de A moins BQ, elle sera strictement plus petite que la taille de B. Donc, BQ, hein, c'est comme si on avait reporté Q fois la longueur B. Et on peut le reporter dans A pour que ce qui reste dans A, ça soit strictement plus petit que la taille de B. Donc un stade, c'est donc une application qui mesure la taille d'un élément de l'anneau. L'élément 0, c'est le seul élément qui a une taille égale à 0. Et pour tout élément non nul, pour tout élément B non nul, on peut diviser tout élément A par B, c'est-à-dire trouver un quotient tel que la taille de A moins B, qu'on appelle le reste, soit strictement plus petite que celle de B. Donc avec ces définitions, hein, on a les schémas de démonstration et les schémas d'utilisation de W est un statme. Pour démontrer que W est un statme, on a donc deux choses à démontrer, hein. Il y a un et, ça sera en deux étapes. Bien souvent, la première étape, elle sera complètement évidente, hein. Donc la première étape, c'est quel que soit x, donc il faudra écrire soit x, montrons que W de x égale à 0 si et seulement si x égale à 0. Deuxième étape, hein, ce qui est la vraie étape quand il faudra démontrer que c'est un statme, c'est surtout ça qu'on aura à faire. Prendre un élément non nul, prendre un élément quelconque, et il faudra démontrer il existe. Donc, le schéma de démonstration de il existe, c'est posons Q égale quelque chose qui est une constante de A, et ensuite démontrer que la taille de A moins BQ est plus petite que la taille de B. Donc il faudra savoir qu'est-ce qu'on doit choisir ici comme élément de A. Le schéma d'utilisation de W est un statme, c'est donc la première condition, l'utilisation qu'un élément a une taille égale à 0 si et seulement si cet élément est nul. On utilisera rarement cette propriété qui est un peu évidente. Surtout la deuxième propriété. Quand on va utiliser le fait que W est un statme, on va utiliser qu'il existe Q tel que la taille de W de A-BQ est strictement plus petite que la taille de B. Alors, bien sûr, il faudra bien vérifier que B est non nul, hein. Ça, c'est ça. Et on aura une phrase d'annonce qui est effectuons la division euclidienne, ou si on doit préciser la W division euclidienne, hein, si on aura des situations où on aura plusieurs statmes, donc c'est la W division euclidienne de A par B. Il existe un Q appartenant à A tel que W de A-BQ est strictement plus petit que W de B. Le côté strict est très important dans la division euclidienne. Donc maintenant, on peut donner la définition de ce qu'est un anneau euclidien. Un anneau euclidien, c'est un anneau dans lequel il existe un statme, tout simplement. Un anneau euclidien est donc un anneau dont on peut mesurer la taille des éléments afin de pouvoir effectuer des divisions euclidiennes. On va avoir besoin de cette propriété qui a un rapport avec les systèmes de représentants. Donc si vous n'êtes pas très familier avec les systèmes de représentants, je vous incite à relire la partie du chapitre 1 concernant les systèmes de représentants du
quotient d'un anneau par un idéal. La propriété qui est là, c'est que pour tout idéal, quel que soit I un idéal de A et quel que soit B un sous-ensemble de A, on a une condition pour que l'ensemble B contienne un système de représentants de A sur I. Cette condition, c'est simplement que A soit égal à I plus B. Qu'est-ce que ça veut dire que A égale I plus B? Ça veut dire que tout élément de A, quel que soit l'élément de A, il peut s'écrire comme un élément de I plus un élément de B. Qu'est-ce que ça veut dire que B contient un système de représentants de A sur I? Ça veut dire qu'il y a un système S qui est inclus dans B est tel que la restriction à S de la projection canonique de A sur I, elle soit surjective. Autrement dit, ça veut dire que dans S, il y a un et un seul représentant de chaque classe modulo la relation d'équivalence modulo I. Donc on va faire la démonstration de cette propriété. Donc pour ça, bien sûr, à chaque fois qu'on travaille avec un quotient, on va utiliser la projection canonique qui vérifie un certain nombre de propriétés universelles que je vous invite à revoir avant de bien comprendre cette démonstration. Donc on va d'abord supposer que B contient un système de représentants de A sur I. On suppose que B contient un système. Ce système de représentants, on l'appelle S. Donc S, c'est un sous-ensemble de B tel que S est un système de représentants du quotient A sur I. Et maintenant, on va chercher à démontrer que A égale I plus B. Donc ici, bien sûr, un I plus B est toujours inclus dans A. La seule chose qu'il faut démontrer, c'est que A est inclus dans I plus B. Donc on prend un élément petit a qui appartient à A. Par définition du fait que S est un système de représentants, A il est représenté par S. Ça veut dire qu'il existe S appartient à S qui est unique tel que pi de S égale pi de A. Qu'est-ce que ça veut dire que pi de S égale pi de A? Par définition de la relation modulo I, ça veut dire que A moins S appartient à I. Donc, en faisant passer le S de l'autre côté, on a que A appartient à I plus S. I plus S, c'est inclus dans l'ensemble I plus grand S, puisque S appartient à S. Et comme S, c'est par la définition un sous-ensemble de B, c'est inclus dans I plus B. Donc on a terminé, et c'était l'implication facile de démontrer que si B contient un système de représentants de A sur I, alors A égale I plus B. Donc réciproquement, maintenant on suppose que A est égal à I plus B. Qu'il existe toujours un système S de représentants de B modulo la relation d'équivalence, la relation d'équivalence modulo I. C'est-à-dire, c'est un sous-ensemble, ici on a rappelé ce que ça voulait dire, qui a les deux propriétés suivantes. La première propriété, c'est que si deux éléments du système sont équivalents, ils sont le même. Il n'y a qu'un seul élément par classe. Et pour tout élément de B, il y a un élément du système qui est en relation avec B. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est montrer que ce S, qui existe forcément, hein, tout sous-ensemble, il admet toujours un système de représentants, on va montrer que c'est un système représentant de tout le quotient A sur I. C'est-à-dire que la restriction à S de la projection canonique, elle est surjective. Donc on prend un élément X qui appartient à A sur I et on va essayer de lui trouver un antécédent. Ça de montrer qu'une application est surjective. Donc l'élément X il appartient à A sur I, il existe toujours forcément un élément A qui appartient à A dont l'image est égale à X. Ça c'est une des propriétés universelles du passage au quotient, c'est le fait que le passage au quotient c'est une application surjective. Ensuite, donc on a pi de A égale X. Ensuite il existe un C qui appartient à I et un B qui appartient à B tel que A est égal à C plus B. Ça, c'est parce qu'on a l'hypothèse que A est égal à I plus B. Bien sûr, c'est ce qu'on vient de supposer. Ici, on est dans l'hypothèse où A est égal à I plus B. C'est-à-dire que n'importe quel élément de A s'écrit comme un élément de I plus un élément de B. Donc, en particulier, l'élément A qui existe ici, il a cette propriété de s'écrire comme cette somme, un élément C qui appartient à I et un élément B qui appartient à B. Maintenant, il existe un élément S
qui appartient à S, qui est tel que pi de B égale pi de S. L'élément pi de B, c'est un élément du quotient, et il a un représentant parce que S, c'est un système de représentants de B. Comme l'élément B, il appartient à B, et que S, c'est un système de représentants de B, il a un représentant. Donc, maintenant, pi de S égale pi de B, c'est ce qu'on vient d'écrire ici, c'est égal à pi de A moins C, parce que B c'est égal à A moins C à cause de cette propriété. C'est égal à pi de A moins pi de C, ça c'est parce que pi est un morphisme d'anneau, il transforme la soustraction. Ensuite c'est égal à pi de A parce que pi de C c'est égal à 0, parce que C il appartient à I, et I c'est le noyau du passage au quotient. Donc pi de C c'est égal à 0. Donc ça fait pi de A moins 0, ça fait pi de A, et pi de A c'est égal à X par définition. Donc on a trouvé un antécédent à X, cet antécédent c'est S. Et on a terminé de montrer que la surjection canonique, la restriction de la surjection canonique à S était surjective. Et donc, c'est-à-dire qu'on a terminé de montrer que S était un système de représentants du quotient de A sur I. Donc maintenant, on peut parler de statme minimal. Donc, dans notre anneau, dans n'importe quel anneau, on peut définir par récurrence une suite sur N, une suite A indice N, qui est définie de la façon suivante. Le premier terme A0 constitué seulement de 0 tout seul dans cet ensemble, et ensuite quand on a défini AN, on définit AN plus 1 de la façon suivante. C'est la réunion entre AN et l'ensemble des X tels que A égale XA plus AN. C'est une définition qui est un peu de cette forme-là, puisque ici XA c'est un idéal, et AN c'est une partie quelconque. Donc on définit AN comme ça. Donc AN c'est une suite croissante, puisque AN plus 1 il contient forcément AN par définition. Donc la suite AN c'est une suite croissante pour l'inclusion, donc A1 il contient A0, A2 il contient A1, A3 il contient A2, etc. Et pour tous les X qui sont dans la réunion de tous les AN, donc la réunion de tous les AN, peut-être que c'est égal à l'anneau tout entier, peut-être non, mais pour les X qui sont dans la réunion de AN, on pose V de X égale le minimum des entiers N, tel que X appartient à N. Donc, par exemple, si on a un élément X qui appartient pas à 0, qui appartient pas à 1, qui appartient pas à 2, qui appartient pas à 3, mais qui appartient à 4, eh ben, V de X sera égal à 4. C'est ce qu'on a écrit ici, on a cette remarque, V de X est égal à 4 si il appartient à 4 mais pas à 3. Et qu'est-ce que ça veut dire que V de X est plus petit que 4? Ça veut dire que X il appartient à 4. Donc quels sont les premiers termes, donc le A0 c'est il contient que 0, et A1 c'est 0 union, donc ici on remplace X par 0, donc ça fait l'idéal, on remplace pas X par 0, on remplace AN par 0. Donc si on remplace AN par 0, c'est l'ensemble des X appartenant à A tel que A égale XA, c'est-à-dire ce qu'on a écrit ici. Et A égale XA, ça veut dire que X est inversible. Donc c'est A1, c'est la réunion entre 0 et les éléments inversibles. Alors dans la prochaine